Brestoise, Brestois, meilleurs vœux pour cette belle année 2025 qui sera forcément une belle année puisque c'est une année de Coupe d'Europe pour le Stade Brestois. Maintenant, il faut le reconnaître, cette année n'a peut-être pas démarré de la meilleure des manières. Est-ce que ça va quand même, Fanch, après cette déroute à Angers ce week-end? Eh ben écoute, salut Yann, salut tout le monde, bonne année à tous, meilleurs vœux, la santé évidemment, et puis des victoires en Coupe d'Europe, c'est le plus important. Écoute, l'année a bien démarré ici, oui, et même si effectivement dimanche, c'était un petit peu la soupe à la grimace, et c'est pour l'instant le plus mauvais jour de 2025. C'est ça, un jour qui a terrassé notre ami Quentin qui n'est malheureusement pas disponible aujourd'hui, donc on va discuter ensemble. Je pense que ça sera moins d'une heure. Finalement, on a assez peu de sujets depuis le dernier épisode qui revenait sur le bonheur que nous avait procuré cette année 2024. Mais il y a un mot qu'on n'a presque pas évoqué dans le dernier épisode et qui est revenu dans la presse, notamment dans l'équipe, qui est revenu aussi dans les réactions sur les réseaux sociaux. C'est le mot de maintien. Maintien pour maintien en Ligue 1. Et on va poser peut-être la question de manière directe et franche. Est-ce que, selon toi, François, Brest doit craindre pour son maintien cette saison? Alors, vous savez que je suis pas forcément le plus optimiste de ce podcast, et dans les derniers épisodes, notamment après la victoire, avant la victoire déjà face à Nantes et après la victoire face à Nantes, surtout en discutant et sur les différents réseaux, j'étais relativement confiant et je pense que le mot maintien était complètement sorti de mon vocabulaire. Dans la mesure où, au regard de l'adversité, je pense qu'il y a des équipes qui sont extrêmement faibles derrière. Je pense notamment à Montpellier, même s'ils reviennent un petit peu dans le jeu, en tout cas via leur performance, moins par leurs résultats. Le Havre également. Je m'étais dit que le maintien, ce serait certainement un lointain souvenir et quelque chose qu'on retrouverait peut-être l'année prochaine comme objectif. Mais finalement, la défaite à Angers m'a un petit peu redonné des doutes. J'ai eu pas mal de doutes parce qu'Angers est une équipe qui, elle, était programmée pour jouer le maintien et j'ai peur que nous, notre équipe, ne sache pas trop sur quel pied danser. D'un côté, une performance qui est absolument incroyable en Ligue des Champions avec des résultats qui dépassent largement nos attentes. Et on a trouvé notre chemin de notre vitesse de croisière. Alors qu'en Ligue 1, on est beaucoup trop irrégulier. C'est quand même 8 matchs d'extérieur et 7 défaites, ce qui est trop important à mon sens, pour se maintenir en Ligue 1 sereinement en tout cas. Et donc une équipe en Ligue 1 qui ne sait pas trop sur quel pied danser, avec un turnover qui est beaucoup plus important que l'année dernière, des joueurs qui ont du mal à retrouver leur réel niveau. Alors, est-ce que je suis inquiet aujourd'hui en ce 8 janvier? Non, l'inquiétude, elle viendra peut-être un petit peu plus tard, parce qu'il y a encore des équipes derrière nous, et puis devant, c'est pas non plus si loin que ça. Mais il va falloir une réaction immédiate des joueurs du Stade Brestois, tout simplement, parce que sinon, effectivement, on pourra se mêler à cette lutte pour le maintien jusqu'à la fin de la saison et rien ne nous garantit, c'est pas parce qu'on joue avec des champions qu'on est sauvé d'avance. Donc, on a vu d'autres équipes connaître des déroutes par le passé. Ce serait bien que ce soit pas le cas du Stade Brestois cette année. Bah, je te rejoins un peu dans le sens non, le maintien n'est pas encore un sujet. Peut-être qu'il le deviendra et peut-être qu'il faudrait qu'il le devienne. Mais c'est surtout parce que il y a des adversaires très faibles. Saint-Étienne, Le Havre, Angers. Sauf que bah on a perdu contre Angers. On voit que Saint-Étienne se réveille avec un nouvel entraîneur. Enfin, un véritable entraîneur à Saint-Étienne. Euh, donc je me dis qu'on a encore un peu de marge, même si finalement on n'a que 3 points d'avance, ce qui n'est pas énorme. On a beaucoup d'équipes derrière nous, certaines qui ne sont pas en confiance, mais jusqu'ici, parce que la discussion était déjà un peu revenue ces dernières semaines, je me sens pas en danger parce que j'ai l'impression que cet effectif a trop de qualité pour descendre finalement. Mais je dois reconnaître que ce match contre Angers, de mon côté, il a quand même sonné comme une bonne grosse claque, plus que le match à Montpellier, plus que le match à Auxerre, plus que de nombreuses défaites à l'extérieur que tu as soulignées. Les matchs dont tu parles, excuse-moi, mais les matchs dont tu parles, ils précédaient généralement un match de Coupe d'Europe. Donc on avait cette excuse-là de se dire, bon, ils avaient peut-être le match de Coupe d'Europe dans 3 jours dans la tête. Là, c'était pas le cas. C'est ça. Et justement, c'est aussi l'autre différence que je fais, c'est que on a vu, bon, comme d'habitude, après chaque défaite, il y a des gens qui surréagissent en disant mouillez le maillot, bougez-vous le cul, vous n'avez rien fait, etc. Je suis pas d'accord sur ce match à Angers. J'ai fait le déplacement, je voyais très bien. J'ai pas vu des joueurs manquer d'envie ou manquer d'engagement ou tout simplement la tête à autre chose. Alors peut-être un ou deux, hein, bien sûr, on va pas forcément les citer, mais collectivement, j'ai senti des joueurs impliqués et engagés. Mais j'ai surtout senti des joueurs un peu et même complètement paumés, ce qui est évidemment excusable en début de saison, surtout avec un mercato tardif. Là, tu arrives à la mi-saison, c'est problématique, c'est gênant,
Et à côté de ça, malheureusement, les seules choses qui se répètent régulièrement en Ligue 1, notamment à l'extérieur, bah, c'est toujours les mêmes. C'est on concède un but con dans les 10 premières minutes sur une erreur individuelle assez grossière. Et derrière, dès qu'on est mené, c'est impossible de gagner. Brest est la C'est seule équipe de Ligue 1 à ne pas avoir renversé un résultat après avoir été menée cette saison. C'est-à-dire que même une égalisation, dès qu'on est mené, on perd. C'est quand même l'inverse déjà de ce qu'on voyait l'année dernière. On a pu être mené à de nombreuses reprises. On a renversé la vapeur. Tu te souviens du match, notamment le fameux match à Rennes, où on est mené 2-0 au bout de 10 minutes. Cette équipe avait du caractère, le caractère suffisant pour revenir. Et je pense pas que l'équipe de l'année dernière avait plus de talent que l'équipe actuelle. Mais je dis pas non plus que l'équipe actuelle n'a pas de caractère, mais c'est une mayonnaise qui tarde à prendre, à mon sens. Toi, tu étais au match, donc tu l'as certainement mieux ressenti que moi. Et je suis d'accord sur le fait, quand tu dis qu'il n'y a pas un manque d'envie, on voit que les joueurs se sont donnés. Si on regarde la possession de balle, Brest a plus de 60% de possession de balle, a tiré 12 fois au but, a cadré 4 tirs uniquement, mais a tenté des choses. Et pourtant, devant le match, devant ma télé, j'avais l'impression qu'on pouvait jouer encore comme ça pendant 3 heures. Il n'y aurait pas eu de but du côté brestois. Non, c'était sûr et certain. Je vais prendre un exemple, un joueur, c'est Massalou Haidara, qui a pour moi, et je pense pas être le seul, a fait un très très mauvais match. Mais pourtant, il sort du terrain complètement rincé. Il a fait tous les efforts, il a essayé de faire de son mieux. Et effectivement, moi, je pense pas que ce soit un problème de caractère dans cette équipe. Je pense, voilà, je l'ai dit, pour moi, on a une équipe, un fonctionnement, des gens qui sont un peu paumés. Paumés parce qu'ils n'ont pas les automatismes, ils ne savent pas forcément ce qu'ils doivent faire. Et là-dessus, il y a plusieurs explications, évidemment. Moi, de mon côté, j'en ai relevé trois. La première, qui est assez évidente, c'est que, contrairement à l'an dernier, bah, on n'est pas épargné par les blessures. J'ai pas en tête le nom des joueurs qu'on a qui étaient blessés face à Angers, mais c'est assez conséquent. On est à 5 ou 6, quelque chose comme ça. Bah, tu avais Pierre Lesmelou, Jonas Martin qui était absent, Koulibaly derrière. Évidemment, tu as Loco qui est blessé de longue date. Donc déjà, ça fait 4 joueurs majeurs. Bizot qui lui revenait de blessure, mais c'est au milieu de terrain surtout qu'on est assez dépeuplé. Ouais. Ouais. Et là où on n'est pas dépeuplé, c'est sur le secteur offensif. Et ça, c'est pour moi le point assez marquant et qui explique peut-être que ces joueurs soient un peu paumés. C'est que l'an dernier, on avait une équipe qui ne bougeait pas. C'est-à-dire, tu pouvais te poser le vendredi soir, regarder le groupe, tu donnais le 11. T'étais sûr et certain. Dans 99% des cas, tu avais le 11. Ouais, c'était juste, tu savais pas au début, c'était le Doiron, Pereira Lage, lequel des deux allait jouer, quoi, en gros. C'est ça. Là, c'est plus le cas. C'est plus le cas sur le plan offensif. Alors, pourquoi? Parce qu'on a étoffé l'effectif, évidemment, c'était nécessaire. Mais, tu vois, en début de saison, j'étais dans ma construction d'effectif qui est peut-être trop simpliste, trop football manager, mais de se dire qu'on aurait deux équipes. Une équipe qui jouerait avec des champions, une équipe qui jouerait la Ligue 1, et les gens enchaîneraient comme ça. En fait, c'est pas le cas. Et par curiosité, j'ai regardé nos 5 derniers matchs de Ligue 1, qui on a aligné sur le plan offensif. Contre Angers et contre Monaco, on a aligné Del Castillo, Ajorc et Sima. Contre Nantes, on a aligné Doumbia, Del Castillo, Baldé. Contre Lille, Pereira Lage, Doumbia, Baldé, Ajorc. Et contre Strasbourg, Baldé, Fèvre, Pereira Lage, Ajorc. Ça veut dire qu'on n'a jamais enchaîné deux matchs de Ligue 1. Sur les derniers, on peut le faire depuis le début de saison. Hein. On n'a jamais enchaîné deux matchs avec le même trio ou quatuor offensif, ce qui est assez surprenant. Et finalement que il n'y a aucun de ces noms-là qui était présent sur les 5 matchs. Il n'y a personne qui s'impose, qui est le leader offensif qu'on ne bouge pas. Et forcément, ça se traduit par un manque de repères, un manque un peu de stabilité. L'an dernier, on vantait souvent nos triangles qui marchaient très bien. Cette année, c'est un peu dur de trouver quels sont les schémas préférentiels qui marchent, que les joueurs apprécient. Et la conséquence, je suis désolé, il faut le dire, hein, on l'a vu contre Angers, mais pas que contre Angers, c'est que ces joueurs, parfois en manque de solutions, en manque d'idées, tombent un peu dans la facilité qui est de mettre un long ballon pour Ludovic Ajor, comme Brest le faisait il y a quelques saisons pour Steve Mounier. Et ça, d'une part, c'est pas forcément très efficace, et d'autre part, c'est quand même pas très plaisant à voir, faut le dire. Je suis d'accord, et puis de toute façon, les chiffres rejoignent complètement ton analyse. On n'a pas été capable d'aligner 2 victoires consécutives depuis le mois d'avril dernier. Alors, il y a eu la fin de saison dernière où on était une équipe un petit peu extraordinaire au sens premier du terme. On faisait des résultats absolument lunaires, le 5-4, le 4-3 à Lyon, le 3-0 à Toulouse. C'était un petit peu la foire à la saucisse, ça allait un peu dans tous les sens, mais on gagnait les matchs. Là, cette année, on n'a pas réussi à aligner 2 victoires de rang en championnat, j'entends, hein. Et je pense que ça découle aussi d'un manque d'automatisme. Et ces automatismes, ils viennent où ce manque d'automatisme, il vient d'où ils viennent déjà de cette équipe qui est alignée et des joueurs qui sont alignés, qui sont différents les uns après les autres. On peut comprendre des blessés,
l'enchaînement des matchs. On le savait que la saison serait compliquée. Ça découle aussi peut-être d'un mercato tardif. On a quand même certains joueurs ont 2 mois de retard de préparation par rapport à d'autres. Donc nécessairement, tu retrouves moins tes habitudes sur le terrain avec tes partenaires quand tu joues avec eux. Finalement, si tu regardes un peu, Baldé et Ajor, combien de temps ils ont joué ensemble cette année. Sima, il a beaucoup joué en Ligue des Champions. En championnat, j'avais regardé avant le match à Angers où il est titulaire. C'est uniquement 1 ou 2 titularisations depuis le début de la saison. On arrive quand même au mois de janvier. Et contrairement à l'année dernière, effectivement, c'est assez parlant. Après, l'idée n'est pas de comparer avec la saison dernière. C'est pas les mêmes problématiques, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas le même calendrier. Mais on avait tendance à dire quand même que sur la saison passée, et depuis l'arrivée d'Éric Roy de manière générale, on arrivait à battre les équipes qui étaient des équipes de notre championnat. Les Angers, les Auxerre, les Montpellier, on les battait à domicile et généralement à l'extérieur. Je me souviens de la victoire à la Mosson l'année dernière. Je me souviens des victoires face aux adversaires directs finalement qui étaient ceux de notre championnat. On était quasiment invaincus face à ces équipes-là. Cette année, on n'est déjà pas très très bon contre les gros en Ligue 1. Et en plus, tu as cité Auxerre, tu as cité Montpellier, tu as cité Angers, à part Nantes, et même Rennes, qui est la seule équipe contre qui Rennes a pris des points à l'extérieur, c'est Brest. C'est vraiment regrettable. Je suis d'accord avec ton analyse de manière globale. Pas un manque de caractère, je pense à un manque d'automatisme. Et il n'y a pas non plus un manque de chance ou quoi que ce soit, parce que la défaite à Angers, malheureusement, pour moi, elle est assez logique. La défaite à Auxerre était assez logique. La défaite à Montpellier, elle est aussi assez logique. Oui, on a le ballon. On est une équipe en réaction. Parfois, ça marche, mais c'est quand même regrettable d'attendre la deuxième période et d'être mené 1 ou 2-0 pour commencer à jouer vers l'avant. Et il y a un manque d'idées aussi, je trouve, offensivement, qui est assez pénalisant. Tu as raison de parler des longs ballons, c'est souvent des actions stéréotypées, un peu les mêmes. Et ce qui m'embête beaucoup aussi, c'est que derrière, j'ai l'impression cette année que chaque tir, ça fait but. Sans incriminer Marco Bizot qui a fait un match extraordinaire contre le PSV. Et je pense qu'à Angers, il est pour rien sur les buts. De toute façon, il est livré à lui-même. Derrière, c'est action, but. Action, but. Alors si on regarde le classement un petit peu plus en détail, cette année, on a encaissé très précisément, j'ai les chiffres devant moi, déjà 29 buts en 16 matchs. C'est colossal. C'est beaucoup, et effectivement, Quentin le dirait, ça lui rappelle les mauvais souvenirs où une demi-action c'était un but, et on va pas, je suis pas là pour faire du dénigrement, mais c'est pas parce qu'on a des top joueurs en face. Esteban Le Paul, c'est pas Lionel Messi. Tu vois, c'est. Mm. Non, c'est ça. C'est des adversaires de notre niveau que normalement on aurait dû au moins. Enfin, moi, tu vois, je me dis à Angers, t'es mené 1-0. Je me dis, bon, on va réagir, on va au moins prendre un point du nul, ce sera un moindre mal, tu les laisses derrière. Là, tu relances Angers. Je suis désolé, mais arriver au mois de janvier, n'avoir que 3 points d'avance sur Angers, ça me pose un petit peu problème. Je m'attendais pas cette année à ce qu'on rejoue l'Europe, c'était pas du tout l'idée. Mais j'imaginais entre une 8e et une 12e place. On est 12e certes, mais avec un petit peu plus de tranquillité. La saison est encore longue, les choses vont peut-être rentrer dans le rang. On a vu qu'Auxerre commence à souffler un petit peu aussi en ce moment, que Strasbourg c'est irrégulier, que Reims est en train de sombrer un petit peu, il reste sur 5 matchs sans victoire. Alors tout ça va peut-être s'équilibrer une fois que la Ligue des Champions sera terminée, mais la Ligue des Champions, c'était pas prévu, mais elle va durer. Elle va durer. En plus cette année, elle est plus longue que prévu. Tu as encore 2 matchs au mois de janvier, dont 2 en une semaine, le 22 et le 29. Puis après, au moins 2 autres matchs. Alors j'espère que ce sera via directement la qualification, j'ai un petit doute là-dessus. Probablement les barrages au mois de février qui vont te donner un calendrier d'enfer. Cette équipe a d'énormes ressources, mais au bout d'un moment, ça reste des joueurs, ça reste des êtres humains aussi. Et la fatigue, elle est naturelle. Et est-ce qu'on aura le talent nécessaire pour combler cette fatigue physique au mois de janvier, au mois de février, quand on sait les terrains sont un petit peu gras? D'ailleurs, Denis Le Saint l'a dit au vœu présenté donc à la presse et aux partenaires lundi, et où j'ai eu la chance de pouvoir me rendre. Il a dit que les joueurs commençaient un petit peu à râler parce que les terrains d'entraînement étaient très gras et pas extrêmement agréables à fouler, et que ça commençait à poser problème et que l'effectif grognait un petit peu à ce sujet-là. Donc il y avait besoin d'avoir des infrastructures de meilleur niveau, il a parlé du stade, etc. Mais ça fait aussi partie du truc, quoi. Les joueurs sont un peu moins dedans, tes résultats sont un peu moins bons, tu râles un petit peu plus à l'entraînement, tu as des blessés, et tu rentres dans une spirale qui est, avant d'être une spirale négative, en tout cas une spirale pas totalement positive. Attention, aujourd'hui il reste encore 6 équipes derrière Brest. Je vois Rennes remonter au classement assez largement. Le reste, ils ont rien de plus que nous, mais en ce moment on ne montre pas qu'on a grand chose de plus que non plus. J'ai quand même quelques éléments un peu positifs. Avant tout, je vais préciser que ce n'est pas au nom de Brestonner que tu étais au vœu du Ah non, président. non, Que- c'était pas, non, je confirme. Non. Non, 2 éléments positifs. Le premier, comparaison n'est pas raison, mais observez ce qui s'est passé à Toulouse l'an dernier. Toulouse s'est un peu perdu dans son Europa League et je pense qu'ils n'ont aucun regret. On se souvient de leurs émotions, notamment à Liverpool face à Benfica. Et je crois que quand ils viennent chez nous, justement à la fin de la phase aller, ils sont
quasiment dans la zone rouge ou à deux doigts d'y être. Et finalement, effectivement, avec la Coupe d'Europe finie, ils ont réussi à mettre le bleu de chauffe, à bien finir la saison et à finir, bon, Ils un peu gagnent au en roue parc. libre, mais au milieu de tableau. Ils gagnent au parc, ils font des matchs qui sont vachement cohérents, ouais. Et je me dis qu'il n'y a pas énormément de différence. Ils n'ont pas beaucoup plus de talent dans leur équipe, ils n'ont pas beaucoup plus de joueurs. Donc, cette trajectoire à la Toulouse, moi, ça reste un peu le scénario un peu. Je sais pas, je le sens très réaliste finalement. Une fois l'élimination digérée, bah voilà, Brest finira en bon niveau, avec peut-être plus d'alchimie, peut-être plus de qualité, plus d'automatisme. La seule différence, c'est que Toulouse a gardé ses joueurs cet été et donc a pu capitaliser là-dessus pour faire un très beau début de saison, quoi qu'on en dise. Nous, on a beaucoup de joueurs prêtés qui donc bon, ne seront plus là l'an prochain par définition. Mais ça, c'est un autre sujet. Tu as raison pour Toulouse, juste des chiffres pour confirmer ce que tu dis. C'est sur les 15 derniers matchs de la saison dernière, donc ça fait quasiment une demi-saison maintenant, puisque c'est 17 matchs. Sur les 15 derniers matchs, Toulouse est 6e, alors qu'ils finissent le classement global de Ligue 1 à la 11e place. Donc, une fois la Coupe d'Europe terminée, ancienne version, c'est-à-dire la Coupe d'Europe terminée dès le mois de décembre pour eux, hein, ils ont mis le bleu de chauffe et ils ont pris en gros 60%, 65% de leurs points sur la deuxième partie de saison. Espérons que Brest puisse faire la même chose. Je crois, je peux me tromper, qu'ils ont fini un peu plus tard que décembre parce qu'ils se sont qualifiés, mais je peux me tromper. Euh, Alors, mais toujours est-il ouais, pendant que tu tu as cherches. raison, parce qu'ils ont été en phase finale contre Benfica, et ils sortent contre Benfica. Ils sortent le 15 février, le 22 février, ils sortent contre Benfica en faisant un match nul 0-0 et en ayant perdu 2-1 à l'aller. Tu as tout à fait raison. Voilà, ce qui pourrait correspondre à un 16e de finale de Ligue des Champions. C'est exactement ça. Voilà, ça c'était le premier point positif. Et le deuxième point positif, tu l'as quand même dit, c'est que à domicile, on est quand même pas trop mauvais, en dehors de la grosse déception contre Rennes, qui est pour moi un peu un hold-up, parce que sur le contenu, on est largement au-dessus. Bah, à domicile, c'est cohérent. Et donc, si on se met à battre quelques équipes un peu plus fortes que nous à domicile, je pense à tout hasard à l'Olympique Lyonnais. Voilà, pas trop de doutes. Je pense qu'on ne verra pas des naufrages à domicile et que finalement Brest reviendra à ce standard, c'est d'assurer son maintien à domicile et peut-être un peu plus un ventre mou. J'ai plus parlé, fut un temps, de Coupe d'Europe, tu vois, par la Conference League ou quelque chose comme ça. Là, le match contre Angers, ça m'a quand même mis un sacré coup et pour moi, difficile de viser plus qu'un top 10, mais 10, 11, 12, ça nous va très bien. Ouais, mais franchement, oui, ça nous va très bien. L'idée, ce serait en fait d'avoir une forme de continuité dans ce qu'on propose. Parce que si tu termines la saison en te sauvant, mais en te sauvant à l'arrache avec une 10, enfin, c'est quoi, 16e place maintenant, tu joues les barrages, ou une 15e, 14e place, dans l'esprit des gens, ce sera OK, tu as fait la saison de ta vie, tu es revenu dans le rang. Le Stade Brestois, finalement, c'est bon, ils ont fait une très belle saison, ils la referont plus. Il n'y a pas vraiment grand-chose de plus d'intérêt d'aller à Brest que d'aller à Angers, d'aller à Nantes ou quoi. Tu termines dans le milieu de tableau, tu t'imposes un petit peu plus comme une équipe sérieuse de Ligue 1, une équipe comme Reims, une équipe comme Strasbourg, une équipe comme Toulouse, justement, qui peut avoir je sais pas, des, 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 des atouts, on va dire, pour attirer des joueurs un petit peu plus cotés que ce que tu pourrais attirer en terminant dans les dernières places du classement. Et le club doit grandir de cette manière. Je pense que le Stade Brestois est aujourd'hui un club qui est en retard en termes d'infrastructure, qui surperforme largement sur le plan sportif avec ses campagnes européennes, mais malgré tout, doit capitaliser sur cette qualification en Ligue des Champions, déjà grâce à l'argent accumulé dans les caisses qui doivent te permettre d'être un petit peu plus serein en Ligue 1 par rapport à d'autres concurrents. L'objectif, c'est pas d'être le club le plus riche de Ligue 2, ce serait quand même dommage. Et donc de pouvoir t'installer comme une équipe fiable de Ligue 1 qui régulièrement va truster les places la fin de la première partie de tableau, entre 8, 9, 10. Moi, ça me semble être un objectif cohérent à court terme jusqu'à l'inauguration du nouveau stade, en tout cas. C'est ce que Quentin appelle la colonne de gauche. La Parce colonne que de je crois que gauche. En c'est dans Belgique, les médias belges, ils coupent le championnat en deux. C'est ça dans le journal? je crois que c'est ça, ouais. Je crois que c'est ça. Et quand même, allez, dernier point d'optimisme, hein, je crois que c'est le Télégramme qui nous l'annonce aujourd'hui. Ça va mieux pour Pierre Lesmelou. Et finalement, comme il est blessé, je pense pas qu'il parte cet hiver. Donc, on peut compter sur des retours de blessés, notamment de Lesmelou, mais pas que, en grande forme sur cette fin de saison. Ce serait top. Ah bah, il est revenu à l'entraînement collectif aujourd'hui. C'est effectivement une très bonne nouvelle. Après, bon, ça va être toujours la même chose. C'est dans quel état est-ce qu'il va être, Pierre Lesmelou? Est-ce que tu as une équipe de Brest avec lui, une équipe sans lui? Il y a pas de débat là-dessus. C'est un joueur supérieur au niveau de la qualité technique, de la vision du jeu. Et je pense qu'il apporte en plus de ça une bonne dose de confiance au reste de ses partenaires, et notamment à Madi Camara et Hugo Manetti, quand Pierre Lesmelou est derrière eux. Ils sont bien meilleurs. Ils prennent plus d'initiatives. Camara, c'est un très bon joueur. J'aime beaucoup ce joueur, mais je trouve qu'avec Lesmelou, il est encore meilleur. Il se projette plus.
Et ses meilleurs matchs, de toute façon, Amady Camara, c'est lorsque Pierre Lesmelou, la plupart du temps, était là. Il a essayé de porter un petit peu le poids de la responsabilité du milieu de terrain lorsqu'il n'était pas là en début de saison. Pierre Lesmelou, on l'a vu, son but face à Marseille, c'était un des meilleurs aussi. Mais c'est pas pareil avec lui. Donc avec un retour de Pierre Lesmelou, ce serait bien. Je sais que Jonas Martin fait tout son possible pour revenir également assez rapidement. Donc je pense qu'on va le revoir assez vite, peut-être un petit peu plus vite que prévu. Idem pour Bradley Loco. Mais pareil, c'est des joueurs, après, entre revenir et être au top niveau, il y a peut-être quand même un fossé. Donc, à mon avis, on ne verra pas non plus une équipe du Stade Brestois 100% compétitive tout de suite. Il faudra du temps et on n'est pas à l'abri que d'autres joueurs importants se blessent. Si tu te prives d'un Ludovic Ajorc, c'est dommage, d'un Marco Bizot, d'un Brendan Chardonnay derrière, d'un Kenny Lala, qui pour moi est quand même le joueur fiable par excellence de cette équipe. On n'a pas beaucoup de marge. Alors peut-être on va discuter Mercato ensuite, mais c'est une équipe de Brest qui aujourd'hui n'a pas beaucoup de marge. Ouais, bah juste avant de parler de Mercato, ça vient comme ça, parce que tu évoques le milieu à 3. Moi, c'est une réflexion personnelle que j'ai. Est-ce que Brest doit continuer à jouer avec ce milieu à 3? Ça a très bien marché l'an dernier, mais l'effectif était peut-être plus taillé pour offensivement. Et l'an dernier, on a dit ça a très bien marché parce qu'on n'a pas eu de blessés. Mais là, quand je regarde un peu nos joueurs offensifs, je pense à 4 joueurs en particulier, c'est Sima, Baldé, Ajorc et Doumbia. C'est 4 joueurs qui, objectivement, soit se montrent plus à l'aise quand on joue en 4-4-2, soit ont montré dans le passé, là je pense notamment à Sima, Baldé et Ajorc, qui sont beaucoup plus à l'aise dans un système à 2 pointes et où jouent en pointe Abdallah Sima. J'adore ce joueur, mais plus le temps passe, plus je suis convaincu qu'il n'a rien à faire sur un côté, ou en tout cas pas dans le système brestois. Donc, je suis conscient que c'est facile de notre côté de donner cet avis-là, que c'est pas forcément simple pour Eric Roy de changer son système, surtout qu'il sait pas forcément si ça va marcher. Mais peut-être que ça passera par là aussi, de construire de nouvelles choses et pas essayer de reproduire ce qu'on voyait l'an dernier avec des joueurs qui ne sont plus les mêmes. Des joueurs qui ne sont plus les mêmes et des joueurs qui étaient très performants l'année dernière qui le sont un petit peu moins aussi. Moi, je Oui, m'attendais à ce qu'un Romain Del Castillo, par exemple, soit extrêmement performant dans un duo avec Ludovic Ajorc, avec des centres, avec des remises d'Ajorc. Et finalement, on remarque que c'est pas vraiment le cas. Je trouve qu'on a un Del Castillo un petit peu en dedans cette année et il a peut-être fait la saison de sa vie lui aussi l'année dernière. Mais à mon avis, il peut quand même faire beaucoup mieux. Et c'est regrettable. Mais je suis d'accord avec toi, il y a une réflexion tactique à mener. Derrière, il y a trop de turnover lié aux blessures, mais je pense que la charnière Chardonnay, Koulibaly est la meilleure. Je trouve que le Cardinal a trop de lacunes au haut niveau, que NDI est encore trop jeune, fait trop d'erreurs de concentration. On l'a bien vu sur le but de Paul à Angers. Ensuite, le latéral gauche, malheureusement, de toute façon, que ce soit Aïdara ou Amavi, moi je préfère Aïdara parce qu'un peu plus fiable, mais c'est pas non plus. Il n'y a pas la ligne droite de Longchamp entre les deux. Je pense que si on devait recruter, on en parlera tout à l'heure, c'est peut-être à ce poste-là. Et devant, je suis d'accord. Mama Baldé, pareil, Mama Baldé sur un côté. Je suis pas convaincu. Les entrants, Fèvre et Salah, bah finalement, en fait, Salah, il montre parfois de choses intéressantes quand il rentre, mais il rentre 8 minutes, puis après, il a 25 minutes pour jouer, et là, il joue tout seul. Fèvre, c'est pareil. Tu parlais pendant le match à Angers, tu disais peut-être un peu de technique avec Romain Fèvre au milieu de terrain ferait du bien plutôt qu'allonger des longs ballons. Mais finalement, l'idée était bonne, mais on n'a rien vu de tout ça, quoi. Donc c'est assez frustrant. Il y a une certaine forme de frustration dans l'animation offensive. Et tu as un Magnétique Camara au milieu de terrain qui sont un peu paumés. Moi, je trouve que Fernandez est un joueur correct. Il a fait un bon match contre Nantes notamment. Mais on voit la différence avec Lesmelou. Il sera jamais à ce niveau-là. Il est un petit peu, il est un peu. Il y a certains qui utilisent dans les médias aujourd'hui l'expression un peu yaourt nature, c'est-à-dire bon, c'est fade dans son jeu. Je suis assez d'accord avec ça. C'est un joueur fiable, mais pour moi. Voilà. Et une autre question qui se pose, c'est le rôle de Kamori Doumbia dans cette équipe. Moi, je ne le comprends pas vraiment. Je comprends pas ouais, vraiment. alors, je rentre là-dessus. Ceux qui me connaissent vont être très surpris, mais je vais être défenseur à la fois de Romain Fèvre et de Cameron Doumbia. Oula. J'ai commencé par Doumbia. Effectivement, je comprends pas ce qu'on veut en faire, je comprends pas comment on veut l'intégrer, mais objectivement, c'est mieux. C'est mieux ces dernières semaines. Même contre Angers, c'était pas si mauvais que ça en entrée. Ses entrées sont de plus en plus intéressantes et son match contre Nantes notamment, bah, ça donnait une direction. Là, je m'étais dit, ok, Je on trouve peut que peut-être essayer de jouer comme ça. son but sauve vachement son match contre Nantes, je trouve quand même, hein. Ah non, moi je suis pas d'accord. Surtout qu'on rappelle que c'est un but extrêmement chanceux, frappe contrée, mais je l'avais trouvé intéressant dans ses déplacements avec ou sans ballon, et surtout une bonne complémentarité qui commençait à apparaître, notamment avec Baldé, avec Del Castillo. Et donc je me disais, bah, pourquoi pas insister? Et non, finalement, on change tout de suite de système le match suivant. On verra ce qui sera mis contre Lyon. Mais bon, Doumbia, je suis pas fan du joueur, mais je commence à comprendre un peu l'intérêt.
Je reste persuadé que c'était pas le meilleur choix à faire sur tout ce prix-là, mais il est là, autant faire avec. Et Romain Fèvre, je serai très content quand il va partir à la fin de saison, mais objectivement, bon, on exclut le match contre Angers. Il montre quand même sortie après sortie que techniquement c'est un de nos meilleurs joueurs. Le seul souci c'est dans la tête, il faut réussir à le motiver, à le concentrer, à l'impliquer. Et ça, je compte sur Eric Roy pour faire des miracles. Mais le Stade Brestois avec un très bon Romain Fèvre, Bah, c'est forcément un très bon Stade Brestois. justement, une réflexion au sujet de Romain Fèvre. Je me suis perdu l'autre jour pendant les vacances sur les vidéos du Stade Brestois saison où justement Romain Fèvre éclate Ouais, tout. Et donc j'ai regardé un peu des compilations de ce qu'il avait fait, des résumés de matchs, et pour me dire, mais en fait, Romain Fèvre, c'était quel type de joueur, qu'est-ce qu'il faisait, pourquoi est-ce qu'il a Milan a voulu le recruter, pourquoi est-ce qu'il est parti à Lyon, parce que clairement, le joueur qu'on a sous les yeux, je paye pas un billet très cher pour aller le voir. Et le gars était extraordinaire, franchement, dans ses prises de balles, dans ses passes, dans ses tirs, il était vraiment très très bon. Mais il avait le jeu à son compte, il était au cœur du jeu. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. C'est pas un joueur qui va te changer un match, je trouve, en rentrant en cours de jeu. Il a je suis besoin, d'accord. il a besoin de temps, il a besoin d'automatisme avec ses partenaires, il a besoin de liberté dans le jeu. Et cette liberté, c'est pas en ayant 5, 6, 10 minutes qu'il va l'avoir. Mais en même temps, il fait rien pour avoir plus que ces 10 minutes-là non plus. Donc là encore, on est dans une forme de cercle vicieux dans lequel il s'est peut-être mis lui tout seul, mais il était vraiment très très bon. Je me souviens de son lien avec, il y avait l'attaque avec Fèvre qui donnait à Honora généralement pour servir Mounier ou parfois Cardona. Il y avait des choses qui étaient très intéressantes. Le Romain Fèvre qu'on voit là est méconnaissable et il apporte rien à l'équipe, alors que c'est un joueur qui peut apporter beaucoup plus. Ouais, c'est un joueur qui a besoin de toucher le ballon et qui le touche pas, tout simplement. Et maintenant, quand il rentre, il le touche trop justement. Oui, du coup, il ne le lâche pas, en effet. Mais donc, mine de rien, là, on a cité pas mal de joueurs qui peuvent faire mieux, qui font mieux, qui ont un intérêt, mais on n'arrive pas trop à creuser ou choses comme ça. Et ça pose la question du mercato hivernal. Est-ce que pour toi, il y a besoin d'acheter et ou de vendre, ou est-ce que finalement on peut finir la saison comme ça et arriver à avoir un maintien tranquille, un milieu de tableau et continuer à kiffer en Ligue des Champions et gagner la Coupe de France? Mais ça, La question n'est pas évidente. Déjà, la Coupe de France, je pense qu'elle est dans la poche. Plus rien ne peut c'est nous bien. échapper. Élimination dans 3 jours contre Nantes, hein, ça c'est évident, maintenant qu'on a dit ça. Non, la question est très intéressante et je suis partagé. Dans mon esprit, oui, il faudrait du monde. Il faudrait du monde derrière. Je pense que il n'y a pas de remplaçant fiable à Kenny Lala, mais bon, on va pas non plus. C'est dur pour Zogbe, qui pour le coup a peu joué, mais quand il a joué, c'était Moi, ok. Et il ouais, progresse. ouais, mais ok, mais je trouve que le Stade Brestois a passé le cap justement de plus pouvoir se permettre d'avoir des joueurs ok. Mais bon, en attendant, on n'a pas mieux. Et au poste de latéral gauche, on a 2 joueurs qui me donnent pas satisfaction. Aïdara peut faire parfois des performances correctes, voire bonnes, hein. Le match contre le PSV, c'est pas mal. Contre Nantes, c'est pas Non, mal. mais Mais c'est ce qu'on disait sur Aïdara. Je crois que c'est toi qui l'avais dit. Aïdara, c'est le monsieur qui a toujours entre 3 et 5 dans l'équipe. ouais, c'est ça. Tout Angers, c'est Il a entre 3 et 2 et 5, 4. et 2 et 4, enfin 3 et 5, et parfois il peut monter à 6, mais il ne te fera pas une perf comme Loco, il va taper un 8 ou un 9 en ayant 2 passes décisives. Il a des grandes difficultés sur les centres, notamment ça s'est largement vu à Angers. Le souci, c'est quoi? C'est que si tu prends un latéral gauche supplémentaire, tu as donc 3 joueurs pour le même poste. On sait ce que c'est, 3 joueurs pour le même poste dans un vestiaire. Déjà, quand il y en a 2, c'est compliqué parce qu'il y a de la concurrence, ils veulent tous jouer, et ça se comprend, c'est humain. L'être humain a besoin de la concurrence pour performer, mais quand il y en a trop, il a tendance peut-être à se démotiver, à moins en faire. Donc, en l'état actuel des choses, on a un effectif qui est globalement fourni. Vu le nombre de blessés, on arrive quand même à afficher un banc qui est relativement correct en Ligue 1. Une équipe qui doit se maintenir en Ligue 1. Donc, je suis partagé. Est-ce qu'on prend le risque d'ajouter encore du monde à cet effectif? Parce que je ne vois pas qui pourrait partir aujourd'hui, hein, concrètement. Mais voilà. Devant, je pense qu'il y a besoin de personne. Il faut faire avec les joueurs qui sont là. De toute façon, tu veux rajouter qui? Non, pour moi, devant, on a tout ce qu'il faut et j'ai même presque tendance à dire qu'on a un peu trop. C'est pour ça que finalement, le départ d'Axel Camblan à Valenciennes, c'est une très bonne nouvelle. Ça lui permettra de jouer dans des Je suis infrastructures juste pro. un tout petit peu déçu du fait qu'il aille pas en Ligue 2, mais en National. Ouais, Sinon, après, c'est peut-être mieux d'aller à Valenciennes qui va peut-être essayer de jouer une montée en Ligue 2 à que de Martigues. jouer à Martigues qui est enterré là où il était supposé aller à la base. Oui, c'est ça. Mais ouais, et sinon, moi j'ai une interrogation, un peu la même que l'an dernier. Cette fois, c'est sur Ibrahim Salah. Je comprends pas trop ce qu'on veut en faire et son entrée contre Angers me laisse penser que il a pas compris grand-chose à ce que veut Eric Roy. Donc moi j'avais des grands espoirs sur ce joueur. Il a fait quelques très bonnes rentrées, notamment à domicile. Mais bon, là aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de place pour lui, hein. Il n'y a pas vraiment de place. Ça fait partie, je pense, de joueurs un petit peu en trop, peut-être. Voilà.
Mais sinon, je te rejoins. Pour moi, le seul poste, je te rejoins finalement sur le poste de latéral gauche parce que moi, à droite, je suis content de voir Zogbe jouer de temps en temps. Mais à gauche, je pense qu'il faut quelqu'un, mais de manière très temporaire parce qu'on compte aussi sur le retour de Loco qui est attendu vers mars à peu près. Donc, il y a peut-être un joueur à récupérer en prêt. J'ai pas de nom ici, mais un joueur qui peut te faire un prêt pour se relancer latéral gauche. Il se fait Lilian 3 Brassier? 4 mois. Non, pas à gauche. T'as Mais pas aimé Lilian Brassier à gauche, toi? ah, pas tant que ça. Bah, de toute façon, Lorenzi a évoqué le cas d'un joueur qui était un joueur polyvalent si jamais quelqu'un devait venir. C'est vrai. J'ai l'impression qu'ils ont envie de faire venir du monde quand même, hein. N'oublions d'ailleurs pas que les joueurs qui arriveront ce mercato-ci ne pourront pas jouer avec des champions jusqu'au match de barrage, donc c'est-à-dire Oui. pas qualifiés pour le Shakhtar et pour le Real. Ce qui serait normal, de toute façon c'est normal, je pense que le match du Real, tu récompenses des joueurs qui sont là, qui ont tout donné depuis le début de la saison. Mais ils ont l'air d'être plutôt déterminés à recruter du monde, un joueur qui puisse jouer à la fois soit milieu, soit défenseur, ou à gauche et dans l'axe. Je suis assez intrigué de voir ce qu'ils vont trouver parce que, à mon avis, les offres d'agents ne vont pas manquer. Mais trouver le bon profil, ça va pas être simple. Ouais, et faudra choisir est-ce qu'on veut quelqu'un pour la courte durée ou quelqu'un qui puisse s'inscrire dans un plus long terme. Je ne sais pas. En parlant de courte durée, j'ai quand même une interrogation et ça, c'est au club de le trancher. C'est Soumaïla Koulibaly qui, pour moi, est un excellent défenseur sur ce qu'on a vu. Ah, je suis Mais d'accord. c'est quelqu'un qui est blessé depuis un mois et demi. Et on regarde sa saison l'an dernier à Antwerp. Il a été blessé pendant 4 mois et demi. Est-ce qu'on veut finir la saison avec 4 défenseurs centraux, dont un qui risque d'être KO jusqu'à mars, avril? Sachant que tu as le Normalement, cardinal qui est déjà blessé, que Aïdara a également eu des petits pépins. j'ai un peu peur sur la solidité physique de Koulibaly et du coup sur l'équipe de la défense, parce que 3 défenseurs centraux pour jouer Coupe de France, Ligue 1, potentiellement quelques matchs avec Desch, c'est très juste, surtout que moi, je n'ai jamais été convaincu ni par le Cardinal, ni par NDI. On rappelle 9 millions d'euros l'option d'achat d'NDI. Hmm. Faut la chercher. Hein. Bah, franchement, honnêtement, moi aujourd'hui, je la lève pas, quoi. Mais après, je lui vois des qualités. Je lui vois des qualités et un potentiel. Son match contre Nantes est très bon. Son match contre le PSV est assez brillant. Il fait un très bon match. Mais à côté de ça, il passe à côté de matchs de manière un peu bizarre. Enfin, le match contre Angers, son contrôle en porte-manteau au bout de la 5e minute au milieu de terrain qui rend le ballon aux Angevins, qui fait but derrière. C'est une faute grave à ce niveau à ce niveau de compétition, quoi. Donc, je sais pas si le mec est capable. Après, il est encore jeune, hein, mais est-ce qu'il est capable de passer ce cap-là? On a vu des défenseurs à Brest qui étaient pas très bons. Tu te souviens, comme moi, de Lilian Brassier qui en faisait des conneries et qui s'est transformé en Lilian Thuram du jour au lendemain il y a 18 mois et qui aujourd'hui à Marseille met plus un pied devant l'autre aussi. Je pense que c'est aussi des histoires de contexte, de confiance et tout. Mais aujourd'hui, 9 millions d'euros, c'est beaucoup trop pour un joueur comme Ndiaye. Et là, je suis parfaitement d'accord avec toi. Oui, et puis même au-delà de ça, pour moi, c'est pas un joueur de Ligue 1. Et on parle de sa jeunesse, ça m'a surpris, mais il faut rappeler que Koulibaly est plus jeune que Ndiaye. Mm. J'ai peur Et de dire une bêtise, mais je crois que c'est le cas. est un joueur qui appartient à trois, donc certes c'est le City Group, l'autre qui appartient à Dortmund. Donc il y a quand même un club qui a misé sur un joueur, un gros club qui a misé sur un joueur qui est Koulibaly, et j'aurais tendance à penser qu'ils ont bien fait de miser sur lui. Oui, mais il y a l'incertitude du physique. Donc effectivement, moi je suis d'accord avec le club. S'il y a un joueur à prendre, c'est quelqu'un qui peut jouer latéral gauche, défenseur central. Je comprends pas forcément la volonté d'aller chercher quelqu'un au milieu parce que je pense qu'on va pas faire toute la saison avec Jonas Martin et Les Melou blessés. Surtout qu'on a vu, je sais plus contre qui. Certes, c'est du bricolage, mais Perralage au milieu de terrain, c'est pas exceptionnel, mais ça fait le boulot. Pereira, là, il y a un truc qu'on peut dire, c'est que ça fait partie des joueurs qui ne font jamais des exploits incroyables et des performances de dingue, mais il te déçoit rarement. Le mec est toujours dans les efforts. Il est assez Cette frustré. saison, Comment? cette saison, parce que dans le passé, j'ai beaucoup râlé contre Ouais, Perralage. parce que ouais, mais je trouve qu'il a toujours été quand même plutôt dans les efforts. Et je pense que si tu râles, c'est aussi parce que tu as une forme de frustration, parce que dans le dernier geste, c'est souvent mal fait. Le coup de pied arrêté, il est pas assez levé ou il est trop élevé. La passe, elle est un petit peu trop profonde. L'accélération est pas suffisamment nette. Mais je trouve que c'est un joueur qui triche jamais, que dans les efforts, que le mec, tu le mets sur le terrain, il va te rendre ce que t'attends de lui quand même. Donc peut-être un petit peu plus de Pereira à l'âge, peut-être un petit peu moins de Salah et de Baldé. Et pour remettre un peu de confiance à cette équipe-là aussi, quoi. Je sais pas, c'est des hypothèses. Et en tout cas, Eric Roy a un travail qui est pas évident, parce que pour nous, c'est très facile de donner c'est pas des leçons, mais de critiquer, de dire ça va, ça va pas. Mais à sa place, je sais pas non plus ce que je ferais. Et c'est certainement qu'il doit se faire des cheveux blancs à préparer ses équipes en ce moment.
Ouais, surtout que, tu vois, moi j'étais dans cette logique très football manager en disant oui, on va avoir une équipe qui va jouer aussi, une équipe qui va jouer ça. Mais c'est de la gestion humaine derrière. On va expliquer à tel joueur qu'il a beau être performant en Ligue 1, il va pas être aligné en Ligue des Champions derrière, vice versa. Euh, voilà, c'est aussi un travail beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et on n'a pas les clés, on ne connaît pas les comportements, on ne connaît pas les attitudes. La seule chose qu'on sait, c'est Brendan Chardonnay qui nous l'a dit, c'est que cette équipe, ce groupe-là, se sent bien à Roudourou en Ligue des Champions. Absolument. Brendan Chardonnay en fait la transition. Lui qui n'est jamais blessé, hein, j'ai l'impression qu'il est tout le temps de la partie, qui fait plutôt une saison Oui, d'ailleurs. par contre, parce que ici, pas de sectarisme, pas de localisme, je tiens quand même à préciser que je parlais de joueurs qui tombaient dans la facilité en balançant des grands sacs sur Ajorc dès qu'ils savaient pas quoi faire. Le capitaine montre l'exemple en la matière quand même, hein. Contre Angers, c'était Ouais, ça, je suis d'accord. Mais de toute façon, Brennan Chardonnay a toujours dit que c'était un joueur qui savait ce qu'il savait, qui connaissait ses ouais. qualités, connaissait ses défauts. Et c'est pas d'aujourd'hui qu'on sait que coup d'envoi passe en retrait Chardonnay, bam devant. On l'a vu des tonnes de fois pour Mounier. Ça, c'est pas nouveau. L'année dernière, il était titulaire, il jouait aussi comme ça. Mais c'est vrai que ça devient presque systématique, ça devient presque caricatural parfois. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Peut-être parfois il faudrait varier un peu plus, mais aussi tu te mets à sa place. Est-ce que le mec il a confiance en son partenaire qui est latéral gauche, qui est peut-être un peu moins bon que l'année Oui. dernière, que le mec devant lui au milieu de terrain a les pieds qui tremblent un peu plus, et une équipe de manière générale qui a moins de confiance, et forcément ça donne ça. Donc, mais revenons au Stade de France si tu veux, tu as raison d'entamer ce sujet brûlant. Très bien. Donc le Stade de France, eh bien, on y ira uniquement pour la finale de la Coupe de France, qui, je vous le rappelle, on va gagner, puisque aujourd'hui, ce mercredi 8 janvier 2025, le Stade brestois a partagé un communiqué confirmant son souhait de poursuivre l'aventure européenne au Roudourou. Dans ce communiqué, il est écrit que c'est un choix de Denis Le Saint qui sonnait comme une évidence, alors que ça fait quand même quelques semaines, quelques mois que les deux frères Le Saint multiplient les déclarations disant que eux, ils rêvent d'aller au Stade de France, ils vont aller au Stade de France, que c'est l'option prioritaire. C'est vrai que Finalement, l'évidence, ça nous fait un peu sourire. certes, mais il y a plusieurs façons de le voir. Moi, je veux le voir de manière assez positive. C'est que Denis Le Saint a peut-être écouté une partie des supporters, une partie des partenaires, une partie des acteurs locaux, politiques. On voit notamment que C'est dans le son pôle sportif. communiqué et sportif effectivement, mais voilà, et qu'il s'est dit bon bah peut-être pas le Stade de France. Il y a un point important à dire là-dessus, c'est que là on vient de donner un stade, on ne peut plus changer. On ne pourra plus changer, même si on arrive en quart, en demi, ça sera Roudourou, quoi qu'il arrive. On ne pourra pas dire ah finalement nous c'est le Stade de France. C'est important. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je trouve que c'est à la fois une très bonne nouvelle pour tous les gens qui sont déjà abonnés, qui ont eu leur place à Guingamp, et je comprends vraiment la déception de ceux qui malheureusement ne pourront pas y aller, parce qu'il faut aussi prendre en considération ces gens-là, parce qu'on n'a rien de plus qu'eux. Certes, on est abonné depuis des années, on fait un podcast, mais bon, on n'a pas le monopole du supporterisme à Brest, hein, c'est un fait. En revanche, pour tous les gens qui se donnent vraiment depuis des années, les gars qui sont abonnés, les groupes et tout, ça aurait été vraiment galère vraiment d'aller à Paris. Les joueurs ont émis le souhait également de rester à Brest. Le coach lui-même l'avait dit, en avait parlé. Hein, il avait dit que dans un entretien à France Inter le 1er janvier, qu'il ferait ce qu'on lui dirait de faire, mais que si jamais il avait le choix, bah, lui préférait rester à Guingamp, pas à Brest, pardon. Moi, ça me réjouit évidemment. Je suis pas sûr d'avoir une place, j'en sais rien, mais comme je te disais, bah tant pis si j'ai pas de place. Je préfère quand même que ce soit à Guingamp et que j'ai pas de place et que je regarde le match à la télé, plutôt qu'aller voir faire les clowns à Paris devant un Stade de France à moitié vide rempli de supporters de Benfica ou de Bruges, si c'est eux les adversaires. Parce qu'on connaît la communauté portugaise à Paris, elle est absolument dingue. Quand il y a des matchs d'équipe de France contre le Portugal, c'est 50-50 voire plus pour le Portugal. Et les Belges, évidemment, ils se déplaceront. On n'est pas à l'abri d'avoir une affiche contre le LOSC ou le PSG. Et là, pareil, comment ça se passe? Donc je pense que c'est la moins mauvaise des solutions. On reste en Bretagne, on reste à Guingamp. Peut-être que Rennes ça aurait été bien, mais malheureusement Rennes c'était pas possible. Il y avait des travaux trop compliqués à faire. Il fallait changer de place au parquage. Il fallait faire un peu comme les mêmes travaux qu'à Guingamp, sauf qu'à Guingamp tout est déjà fait. Donc à Rennes il fallait tout recommencer. Ça coûtait de l'argent et puis les Rennais n'avaient pas l'air forcément chauds non plus. Donc Rennes, Oui. c'était mort. Nantes, ça va pas non plus été beaucoup plus loin que ça, d'ailleurs, pas du tout. Et donc Guingamp, ça me semble être la moins mauvaise des solutions. C'est pas très très loin. Il y a effectivement des places en moins avec l'UEFA, mais comme tu l'as dit très justement, si c'est une affiche qui n'est pas une affiche de gala, l'UEFA rendra ses places et elles seront mises à la disposition des gens.
Donc, pour tout le monde, je pense que c'est la bonne chose. Et il y a des gens qui resteront devant la télé, c'est triste. Je trouve que c'est regrettable, mais c'est pas aujourd'hui que s'est posé le problème en fait. C'est comme un élève qui a une mauvaise note c'est pas parce qu'il a pas révisé la veille qu'il a une mauvaise note, c'est parce que depuis le début de l'année il a pas bien bossé. Bah là c'est pareil, on n'a pas le stade qu'on devrait avoir depuis des années, et c'est pas avec ce stade de 15 000 places malheureusement qu'on pourra non plus résoudre tous les problèmes dans les années qui viennent s'ils venaient à sortir de terre. C'est des années de politique à Brest qui ont été dans l'opposition à la construction d'un nouveau stade, en mettant toujours des barrières supplémentaires. Et aujourd'hui, on le paye. Donc, tant pis pour nous. Tant pis pour nous. Il faut dire merci à Guingamp. C'est peut-être dur à dire, mais merci à Guingamp qui met tout en place pour nous accueillir dans les très bonnes conditions. Eh bien, j'espère en tout cas juste que le Stade Brestois a remercié Guingamp. Il les a prévenus. Mais juste de dire que c'est l'évidence de jouer à Guingamp, on ne va pas l'affirmer ici parce qu'on n'a pas l'information sûre à 100%, mais on nous souffle quand même des choses qui vont dans le sens que le Stade Brestois n'aurait pas pu jouer au Stade de France tous ses matchs de Coupe d'Europe, donc l'UEFA n'allait pas accepter que le Stade de France soit le stade de repli. Donc finalement, Brest n'avait pas vraiment le choix que de rester à Guingamp. Oui, c'est vrai que le communiqué est un peu bizarre parce que il parle d'évidence alors qu'il y a eu plusieurs interviews où on disait que c'était le Stade de France qui était prioritaire. Finalement, on nous le présente pas comme... Ça m'a un peu surpris de ne pas dire qu'il a écouté les différentes parties prenantes, qui étaient plutôt pour, plutôt contre. Vraiment, ça donne l'impression que depuis le début, Denis Le Saint pensait qu'il voulait le Roudroux et uniquement le Roudroux, alors qu'il a dit le contraire quelques semaines avant. Mais bon, Tu as vu c'est l'interview sûrement... de Michel Gestin, justement, qui lui dit, mot pour mot, je cite, le président a choisi le Stade de France. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est de la tambouille interne. On ne sait pas quelles sont les raisons. Toujours est-il que la décision, moi, elle me va. Je ne serai probablement pas au stade. Je n'aurai probablement pas de place puisque je ne suis pas abonné cette année. J'habite moi-même à Paris. J'aurais tout intérêt à aller au Stade de France. Mais non, parce que ça dénaturerait totalement l'histoire. C'est Ça pas l'intérêt sortirait général. de nos conditions et ça nous ferait un peu passer pour les clowns. Tu vois, les clowns qui vont de stade en stade. C'est l'attraction. Et Les t'avais presque saltimbanques. l'impression ouais, c'est ça, t'avais presque l'impression en plus que c'était un peu la revanche du paysan brestois qui montait sur Paris pour montrer que non, on n'est pas des ploucs, mais on est en 2025, on n'est plus dans les années 80, personne à Paris ne se dit que les Bretons, c'est des gros ploucs. Au contraire, et on l'a vu toute cette saison, tout le monde s'enthousiasme sur la saison du Stade brestois. Donc Et il n'y avait rien à prouver, il n'y avait rien à gagner à aller là-bas, sauf peut-être effectivement financièrement, ça on n'a pas les calculs, on n'a pas le nombre de places. Et justement, le nombre de places, ça va être le sujet. Effectivement, beaucoup de gens seront déçus. C'est triste, mais c'est comme ça, tu l'as très bien dit, c'est pas aujourd'hui qu'il fallait se réveiller. J'espère quand même que le Stade brestois fera preuve de transparence. Transparence sur le nombre de places disponibles, de places réservées à l'UEFA. Je peux vous le spoiler, c'est 1680 puisque c'est écrit dans le règlement. Le nombre de places dédiées aux journalistes, le nombre de places dédiées aux partenaires, aux abonnés et potentiellement au grand public, même si là, j'en doute. pour moi, Ça il n'y sera aura le pas meilleur de moyen. vente grand public. Pour moi, la vente grand Oui, public, on peut s'asseoir dessus. Ouais. mais ça sera le meilleur moyen d'éviter toute frustration parce que c'est finalement quelque chose de très récurrent sur la billetterie ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est que on a tellement peu d'informations, on ne sait tellement pas ce qui se passe. Des fois, il y a des billetteries qui ouvrent, puis qui referment, puis qui réouvrent. Enfin, les gens se disent assez naturellement qu'il y a anguille sous roche et que on essaye de prioriser les copains par rapport aux autres, etc. Et ça met un climat qui est assez malsain, alors qu'il y a juste à faire preuve de transparence, Ouais, c'est d'expliquer ça. concrètement. C'est ce que Gérone a fait en début de saison. Brest peut faire la même chose. Et voilà, c'est finalement ma seule attente sur les semaines à venir. La billetterie, ils vont faire comme ils peuvent avec la jauge réduite, même si elle ne, enfin, je pense qu'il y a largement de quoi accueillir tous les abonnés à minima. Et, et on verra, mais donnez de la transparence, donnez-nous de la transparence, que les gens ne se disent pas qu'un copain était préféré à un autre, que c'est des histoires de copinage, des choses comme ça. On l'a vu contre le Real, c'est le message qui remonte immédiatement, alors que c'est pas forcément le cas. Je suis tout à fait d'accord. Et tu parlais de transparence, tu me montrais, c'était Leeds tout à l'heure, je sais plus Oui, lequel. Leeds qui fait quelque chose de très simple, c'est date d'ouverture de la billetterie pour les abonnés, pour les non-abonnés, etc., avec les prix, la quantité de places, etc., les dates d'ouverture. Et c'est très clair, comme ça, tout le monde est au courant. Sur le site de Stade Brest, en plus, la billetterie ouvre
Parfois, elles se ferment, elles se rouvrent avec des places qui sont remises au compte-gouttes. Parfois, nous, on nous dit, bah tiens, il y a 50 places qui vont être remises, tu peux annoncer ça. Mais c'est pas notre rôle d'annoncer. Alors, un petit message là-dessus aussi. Les gens, vous nous contactez beaucoup en message privé et je comprends votre désarroi, mais on a reçu encore aujourd'hui, je sais pas, 5 ou 6 messages, rien que sur la question du parquage à Rennes. Nous, on vous répond volontiers, avec plaisir, parce que bah voilà, on fait vivre la passion à notre échelle du Stade Brestois. Mais c'est quand même regrettable que le club ne soit pas en mesure de communiquer, de dire bah il y a tant de places à Rennes, ça va ouvrir à telle heure, et avec un décompte, il reste tant de places et c'est réglé. Là, c'est complètement opaque, on ne sait pas s'il y a un demi-parquage ouvert, un seul, est-ce qu'il y en aura d'autres des places qui vont être remises à la vente. Certainement, j'imagine mal le parquage rennais plein en 10 secondes, c'est pas possible. C'est comme celui au Shakhtar, enfin à Gelsenkirchen qui était plein en 2 minutes, faut arrêter les conneries. Il y a à peu près 800 places qui ont été vendues, donc ça veut dire qu'il en reste de la place. Mais soyez transparents, communiquez s'il vous plaît, juste ça, communiquez clairement les choses. On n'a pas besoin de tout savoir dans votre tambouille interne, mais au moins les éléments factuels et chiffrés, concrets, nombre de places, date, prix, terminé. C'est ça. Et finalement, la seule information qu'on a, c'est, tu sais, sur la billetterie, ils te mettent en vente à partir de 13h le machin. Parfois ça ouvre Il y a- avant. voilà, parfois ça ouvre avant, parfois ça ouvre après. Et l'autre problématique, c'est qu'il y a un système d'alerte. Je ne sais pas si les gens qui gèrent la billetterie nous écoutent, mais si c'est le cas, faites quelque chose. Les alertes ne fonctionnent pas. Tu actives les alertes, tu ne reçois aucune alerte à aucun moment. Donc c'est assez problématique. Et effectivement, ce que Leeds fait, c'est ce que tous les clubs anglais font. Je crois que l'OM le fait également, Reims le fait également. C'est, il publie, je crois que c'est une semaine avant la mise en vente des billets, il publie un article sur le site, tu cliques et tu as les infos, tu as le décompte. C'est génial, c'est très clair, c'est transparent. C'est tout, et ça nous évite à nous, côté Brestonner, qui sommes totalement bénévoles, de devenir un peu le service après-vente de la billetterie. On est content de pouvoir aider, mais pour le coup, c'est, tu vois, quand on reçoit un DM, on est content parce qu'on dit ça va générer une discussion, c'est quelqu'un qui veut parler de fond, c'est quelqu'un qui a peut-être une réflexion sur telle ou telle tactique, sur quelque chose qu'on a dit en podcast. Et en fait, depuis plusieurs semaines, bah, on est juste la billetterie. Où les mecs nous Ah disent non, ah, pourquoi il n'y a pas de billets à Angers, pourquoi il n'y a pas de billets à Rennes, est-ce qu'ils vont en remettre? C'est pas notre rôle, c'est un peu usant. absolument. Par contre, je suis surpris de dire que t'es bénévole. T'es bénévole, toi? Écoute, Ah, parce que on n'a pas. Ouais, ouais. tout le monde n'était pas au vœu, hein. D'ailleurs, les vœux, on n'a rien. Alors, juste un petit point là-dessus, hein, merci beaucoup, hein, c'était très très bien. Mais on n'a rien appris de particulier, juste que le nouveau stade toujours était l'objectif, hein, et que Denis Le Saint a dit à un moment donné, bon, bah, voilà, le stade, tout le monde à Brest l'attend évidemment, et puis il a fait un petit blanc. Enfin, j'espère, hein, que tout le monde l'attend, sachant très bien que certains feront tout pour s'y opposer. Mais voilà, pas grand-chose à retenir de ces vœux. Simplement une petite pique quand même lancée à l'effectif et aux joueurs qui étaient présents par rapport au match à Angers, en disant qu'il fallait se rattraper et battre l'Olympique Lyonnais ce samedi. Très bien. Bon, ça pour le coup, c'est classique des vœux, hein. On y apprend Oui. rarement de choses, c'est Non, normal. mais parfois, tu sais, tu as une petite info sur un permis de construire, un truc comme ça qui a pu être donné les années passées. Ou, Mais bon, là, c'était pas le cas. ou c'est vrai, et ça, on l'a peut-être pas dit, mais dans la réflexion, c'est quand même surprenant que tu tiens tes vœux le 6, 2 jours après, tu annonces que la décision évidente d'aller à Oudourou est prise. Ça laisse penser que c'était pas si évident que ça. Mais évidemment, ça ne l'était pas. Mais bon, toujours est-il que moi, je suis très heureux. Ça va jouer à Oudourou. Je n'y serai peut-être pas, probablement pas. Par contre, j'essayerai d'aller à l'extérieur. Et pour ça, bah, on espère avoir une billetterie claire, transparente, qui nous explique bien les choses. Et voilà. Après, il y avait un tweetos, je crois que c'est Martien qui nous disait ça. En Mhm. fait, pourquoi faire des efforts? Parce que même sans communiquer, c'est plein. Oui, C'est non, pas mais faux, c'est pas mais c'est un faux. peu décevant. C'est pas faux. Après, il y a tellement de dysfonctionnements, mais bon, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est comme fermer la boutique pendant les vacances scolaires. Bon, les gens ont droit des vacances, évidemment, mais je suis pas certain que les boutiques des autres clubs de Ligue 1 étaient fermées pendant les vacances scolaires, quoi. Faites du turnover, embaucher du monde, mais évidemment, respecter les droits des salariés, c'est important, parce que je pense que les salariés de la boutique, ça fait partie des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé et qui ont Oui, certainement dû avoir la tête pleine avec des demandes de maillots, etc. Mais c'est bon, ça pareil. Alors, j'ai l'impression que les maillots, ça va un peu mieux. J'avais aujourd'hui 8 élèves qui avaient un maillot en classe du Stade Brestois. Et bah c'est très bien. sur les 8, il y en avait 5 ou 6. 6, je crois, qui étaient le maillot de Ligue des Champions. Alors, ils étaient trop fiers parce qu'évidemment, ils avaient fait ils avaient tout préparé. Ils avaient fait leur petite blague de venir sans me prévenir avec leur maillot du club. Ils ont tous mis ça ce matin à 8h. Il faisait froid en plus. Mais ils étaient tout contents. Donc, je trouvais ça super chouette parce que bon, moi, je me dis, bah, la relève est assurée. J'étais ravi de voir des jeunes, des petits sixièmes avec un maillot de Brest. Et aucun maillot, il y avait aucun maillot d'autres clubs
il y avait que des maillots de foot de Brest. D'habitude, ils n'ont pas le droit de mettre de maillots de foot en classe. Mais bon, là, évidemment, j'ai fermé les yeux. Faut pas dire trop fort. C'était très chouette. Eh ben parfait. C'est une très bonne nouvelle. Pour conclure, parce que, sauf si tu as d'autres choses à dire, moi j'adresse un salut amical à Yves. Ça fait plusieurs épisodes qu'on doit effectivement le saluer, Oui, avec qui on échange régulièrement, qui nous envoie des mails très sympathiques pour discuter, pour partager. C'est vraiment un grand plaisir. Donc voilà. oui. Merci Yves. Merci Yves pour tes longs messages qu'on lit attentivement. Parfois, on répond un petit peu avec un peu de retard. Et j'aimerais également, de mon côté, remercier tous les gens qui ont participé, notamment signé la pétition qu'on avait lancée pour rester à Roudourou. Vous avez été plus de 1500 à le faire. C'était quand même une démarche un peu particulière parce qu'il fallait donner son adresse mail, rentrer ses informations personnelles. Donc, c'était un petit peu long. Merci à tous ceux qui ont soutenu ça et qui nous ont également envoyé des messages pour les vœux, pour la bonne année. Merci à tous. Si on fait ce podcast, c'est aussi pour les gens qui nous écoutent. Vous êtes à chaque fois très nombreux, donc merci beaucoup. Voilà, merci au Stade Brestois d'exister, merci à Denis Le Saint d'avoir reconnu l'évidence du Roudourou, et on se dit à très bientôt. On revient en 2025 avec un peu plus de projets déjà. Le calendrier, je vais spoiler, hein, c'est notamment le fait que j'avais assez peu de disponibilité qui a peut-être un peu ralenti. Ça sera mieux en 2025 et un peu de matériel du côté de François notamment. Donc on reviendra très prochainement vers vous avec de nouvelles choses. Absolument. N'en disons pas trop pour l'instant parce qu'on va quand même vérifier que tout marche bien, mais effectivement, Brest-Tonnerre devrait progresser dans les années à venir. Et Quentin devrait être de retour parmi nous, la prochaine fois, je pense. Tout à fait. Sur ce, François, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne année 2025. Toi Et aussi. on se voit ce samedi face à Lyon. Dimanche, samedi. C'est samedi, 17h face à l'OL. Absolument. Allez, ciao. Allez, Brest.